Bonjour à tous, bienvenue au cours de cette vidéo. Alors avant toute chose, je tenais énormément à vous remercier pour les retours positifs qu'il y a eu sur les vidéos, pour également vos messages de remerciement, que ce soit par message privé, dans les commentaires. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir et personnellement ça m'engage à continuer sur cette voie-là et à faire vraiment de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble. Et sachez en tout cas, je tenais juste à vous le dire que c'est un véritable plaisir de travailler avec vous. Voilà. Donc, sans plus tarder, donc le sujet de cette vidéo va être principalement les bancaires. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On va un petit peu décortiquer tout ça, on va un petit peu décrypter tout ça. Qu'est-ce qui se passe sur les bancaires depuis quelques années et est-ce que c'est amené à changer d'ici les mois, les semaines à venir ou les années? Bon, les années, je pense pas que j'ai la réponse, mais d'ici les mois, semaines à venir, je pense que oui. Donc, sans plus tarder, donc message d'avertissement, les valeurs et autres produits d'investissement présentés au cours de cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. L'investissement en bourse représente des risques de perte en capital total ou partiel. Vous et vous seul êtes responsable de vos investissements. Il ne s'agit pas de conseils mais d'une simple lecture relative des marchés. Voilà tout. Donc je vous invite à me suivre sur Twitter pour ceux qui ne me suivent pas encore. Je publie énormément d'idées de trade, de points d'entrée éventuels sur des valeurs, que ce soit pour du long terme, du moyen terme, du trend following, enfin peu importe. Donc voilà, je suis assez actif sur Twitter ces derniers temps et je compte le rester. Donc je vous invite à me suivre si ça vous intéresse. Donc sans plus tarder, les valeurs que nous allons traiter aujourd'hui. Donc Orange, Danone, Iliad, BNP, Crédit Agricole, LDLC, L'Oréal, Hermès, Albioma, McFly, Carbios, Voltalia, Engie, Worldline, Deliveroo, Nautilus et Bilibili. Donc, petit sommaire rapide de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, on va faire un point sur les indices, donc voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de la semaine. On va également expliquer la chute des valeurs bancaires. Je vais analyser vos valeurs également. Des configurations techniques à surveiller pour cette semaine. Je vous en poste sur Twitter également. On va analyser également l'or et le silver. Et on va parler des crypto-monnaies sur la fin. Voilà, on se quittera là-dessus. Donc dans un premier temps, on a un CAC 40 qui est au ralenti après les trimestriels. Donc on a enfoncé l'oblique de tendance, malheureusement. Enfin, malheureusement, tout est relatif. Je ferai attention aux 4850 points si on venait à les enfoncer. Direction 4007. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ça latéralise, c'est pas super intéressant. Voilà. Donc côté US, on a un S&P 500 qui est dopé aux injections de la Fed et au stimulus. Donc comme on peut le voir sur cette petite image qui est assez sympa. Donc ça représente clairement bien la chose. Powell qui injecte des liquidités en masse sur les marchés US. Donc on a un S&P 500 qui est proche de ses plus hauts historiques également. Donc bon, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Si ce n'est que merci la Fed, merci Powell. Voilà. Ensuite, donc pourquoi les bancaires chutent? Donc venons-en à notre sujet. Alors, donc là, je vais vous présenter un indice qui s'appelle le Stock Euro 600 Banks. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un indice qui va vous permettre de suivre un petit peu le comportement des bancaires sur une certaine échelle de temps. Donc, des banques européennes en l'occurrence. Donc là, pour le coup, on a un exemple. Donc, on a un graphique sous les yeux. Donc, je vous ai mis également le rendement. Donc là, on peut voir que si on avait investi sur de la bancaire au 1er janvier, on aurait eu un retour de moins 33%. C'est magnifique, c'est l'investissement du siècle. Donc, comme on peut le voir sur le graphe, on a cassé le support qui était aux alentours de 130. On est venu enfoncer ce support. On est à des niveaux assez historiquement bas. On est encore plus bas que lors de la crise 2008. On est aux alentours des niveaux 93-94, donc bon, autant dire que c'est pas très rassurant, mais on va un petit peu expliquer tout ça au cours des prochaines diapos.
Donc comme on peut le voir, je vous ai réalisé un petit peu cette petite infographie, donc qui relate un petit peu comment dire, euh, tous les éléments en fait relatifs à la chute des valeurs bancaires. Donc d'une part, on a les risques importants de faillite. Les banques peuvent essuyer de très très lourdes pertes. Effectivement, au vu de ce qui se passe actuellement, on a des entreprises qui sont en difficulté plus que jamais. Donc on a un risque important de faillite, on a des gros risques par rapport à cela. Donc voilà, les banques leur ont prêté de l'argent. Il se peut que parfois elles ne revoient pas leur argent, donc on a des risques importants sur ce pilier-là d'une part. D'autre part, avec les plans de relance des banques centrales, on a des taux d'intérêt historiquement faibles. Donc baisse de la marge d'intérêt, les banques ne gagnent plus d'argent sur les taux d'intérêt. D'autre part, contraintes réglementaires, plafonnement des frais bancaires et ainsi de suite. Récemment, on a eu le plafonnement des frais bancaires sur les PEA. Bon, j'ai pas de PEA, je peux pas trop vous en dire plus, mais il me semble que c'est plafonné à 0,5%. Donc on a déjà ça. Ensuite, on a une forte réduction de la demande de prêt. Alors j'ai pas d'histogramme sous les yeux, mais on a eu une énorme réduction de la demande de prêt. Forcément, crise économique oblige. Augmentation des défauts de prêt, donc comme on l'a vu un petit peu avec les risques importants de faillite, les banques qui prêtent aux entreprises sont à risque forcément, les particuliers également, parce que augmentation du chômage égale baisse du revenu disponible, donc forcément tout est un petit peu corrélé en fait. On a également, si vous voulez, une concurrence féroce des néobanques qui persiste depuis quelques années avec des frais ridicules. D'après ce que j'en sais, le groupe Trésor appartient tout de même à la BNP, mais certaines néobanques n'appartiennent pas à des groupes bancaires. Voilà. Donc réduction également d'activités du type émission d'obligations, obligations ou fusion-acquisition. Voilà. Euh, Crise économique oblige. Donc, maintenant, on va passer à vos valeurs. Donc, j'ai essayé de faire assez court. Alors, donc dans un premier temps, on va aborder Orange. Alors, Orange, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est très neutre sur le long terme. Là, on est sur une horizon de temps en mois pour le coup. Et pour le coup, on a un gros support aux alentours de 7. Donc pour le coup, je m'y intéresserai effectivement lorsqu'on viendra toucher ce support. Pour le coup, je vais mettre une alerte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Danone ensuite. Alors Danone, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une baisse du résultat net en 2019 de moins 15%, ce qui a expliqué cette énorme jambe de baisse pour le coup. On n'est pas loin d'une oblique de tendance. Si on venait à casser, ça serait dangereux quand même. Pour le coup, ça serait sympa qu'on vienne rebondir dessus, étant donné qu'on pourrait faire un contact avec la MM200 également, ce qui, techniquement parlant, serait pertinent. Donc on vient surveiller. Personnellement, je suis toujours baissier sur Danone. Donc voilà. Ensuite, en hebdo, c'est pas fameux non plus. En daily, donc. Alors c'était en juin, je crois que j'avais mis en garde sur le groupe Facebook. J'avais dit attention, si on vient enfoncer les 60, parce que j'ai vu que ça se comportait un petit peu mal. Si on vient enfoncer les 60, attention, ça risque de faire mal. J'étais vendeur sur Danone. Et pour le coup, je visais 53 et pour le coup, on n'y est pas loin. Donc, on a fait une énorme jambe de baisse lors de la publication des trimestriels. On a perdu moins 5%, c'est énorme. Donc voilà, Danone, pas grand chose à vous dire, je suis assez baissier. Après, je pourrais éventuellement être haussier parce que lundi, je vais acheter des danettes au chocolat. Donc n'hésitez pas à regarder le cours à ce moment-là. Ensuite, Iliad.
Hmm. On a un double sommet en daily, donc je suis assez neutre sur le titre. Je suis quand même assez neutre sur le titre. En weekly, ce qui est bien, c'est que j'avais repéré ce rounding bottom justement lorsqu'on était à ce niveau-là, vers avril. Pour le coup, on a fait une sacrée jambe de hausse. Maintenant, je pense que on risque de latéraliser pendant un petit moment. Moi, ce qui m'intéresserait éventuellement, ça serait éventuellement la cassure des 172, 175. Même 180, ouais, ça serait vraiment le niveau sympa sur lequel se positionner, voilà, autour de cette zone-là. Après, c'est un titre qui latéralise, donc c'est pas forcément intéressant. Après, ce qui serait sympa également, ça serait de casser à 235, les plus hauts historiques. On a fait quand même, donc on est venu tester ce niveau-là, 2, 3, voilà. Donc on est venu le tester à peu près 6 fois, donc pour le coup c'est un niveau qui lorsqu'il va casser, ça va donner une très très belle jambe de hausse. Enfin du moins c'est dans la théorie. Donc ensuite BNP Paribas. Alors BNP, ce que j'aime bien, c'est que techniquement parlant c'est parfait également. Techniquement parlant on a vraiment quelque chose de magnifique. On a une grosse résistance ici à 40. On a un gros 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 support ici à 25. Et pour le coup, tout se tient en fait, tout se tient. Donc en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de payer sur cassure ici à 40, éventuellement, ou de payer sur un point bas ici vers 25. Là, c'est pas forcément intéressant parce que en soi, on est. Alors, voilà. Donc on est quasiment en milieu de range, donc c'est pas forcément intéressant de payer autour de ces zones de prix là. Voilà. Donc personnellement j'évite de payer dans des milieux de range comme ça, c'est pas forcément pertinent. Donc pour le coup ce qui sera intéressant c'est soit sur support à 25, soit sur breakout ici à 40. Donc breakout égale cassure. Ensuite Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole, on approche d'un support également aux alentours de 7,5. En données mensuelles, c'est pareil, on approche d'un gros 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 support. Donc ça peut éventuellement être intéressant. Après, je serais pas forcément acheteur sur cette zone de prix là. Je préférerais éventuellement une cassure des 15 ici. Mais bon, ça arrivera d'ici une bonne paire de temps, je pense, voire même jamais. Donc voilà, après éventuellement, effectivement, surveiller le support à 7,5. Voilà. Ensuite, LDLC. Après, on va quand même regarder en UT journalier. En UT journalier, c'est pas super intéressant non plus. Donc bon, y a pas grand chose à en dire. C'est assez baissier, donc voilà. Perso, je reste à l'écart de ce genre de titre. Sauf en cas de rebond technique, de config sympa, mais pour le moment, il se passe pas grand chose. On a eu ce rebond technique ici le 4 août. Bon, ma foi, c'est pas non plus la valeur du siècle. Alors LDLC, j'avais mis sur Twitter un tweet mettant en avant le fait qu'on pourrait rebondir éventuellement sur la zone des 25. On a un bon support ici. Pour le coup, on a fait une belle jambe de hausse à plus 8%. Je ne m'attendais pas à ça honnêtement. Mais pour le coup, la tendance reste quand même haussière. Après, il se peut qu'on vienne quand même latéraliser un petit bout de temps dans cette zone-là avant de venir éventuellement casser, soit par le haut, soit par le bas, bien évidemment. Mais pour le coup, la tendance étant haussière, on va privilégier forcément une cassure vers le haut. Voilà. Et après, notre cible, ce serait d'aller chercher les 37. Voilà. LDLC, c'est un dossier qui est assez sympa. Perso, j'aime bien. Donc, j'attendrai des prochains signaux. Maintenant, je pense pas qu'elle va nous ordonner à nouveau.
Maintenant, je pense qu'on va latéraliser un petit peu et ce genre de mouvement parabolique, bon, voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. Alors ensuite, L'Oréal. L'Oréal en weekly, ça donne ça. On a un support oblique ici, donc aux alentours de 230, voilà, dans ces eaux-là. Donc L'Oréal, ça serait éventuellement intéressant d'en prendre sur l'oblique. Donc voilà. Pas grand chose à en dire. Pour le moment, ça reste assez baissier, même si la tendance de fond en soi reste la même. Mais à court terme, c'est quand même assez baissier. Donc perso, je m'intéresse pas trop à ce titre-là pour le moment. J'attendrai éventuellement une réaction sur l'oblique de tendance. Hermès, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. On a un petit peu la même config. Après, on a un support ici à 680 à surveiller. À 680 à surveiller. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en prendre sur cette zone-là. Support horizontal et oblique couplé, ça c'est parfait. Donc en daily, ça donne ça. On a un double sommet, c'est pas franchement encourageant. Donc attention, si on vient à casser 685, ça pue. Voilà. Même si ouais, le niveau à casser c'est 680 parce qu'on peut faire des petites mèches. Attention à 680, si ça casse, on ira aux alentours. On a un support à 650 ici. Voilà. Bon, je suis pas super positif sur ce dossier-là. Donc j'attendrai éventuellement effectivement un retour sur le bic de tendance. Donc voilà tout. Ensuite, alors Albioma. Alors Albioma, on approche d'un niveau quand même assez important. Pour le coup, si on venait à casser les 40, ça serait assez sympathique. Après, personnellement, oui, oui. Ce qu'on peut en dire également, c'est que pour le coup, en journalier, on a cette oblique de tendance qui est assez pertinente. Pour le coup, 3 points de contact. Donc si on vient à casser, pour le coup, ça serait assez négatif. Ça remettrait clairement en cause la tendance de fond. Après, attention, si on venait à casser ce niveau-là, la tendance se poursuivrait. Donc les 40 sont un breakout. Donc on surveillera du coup cette semaine une éventuelle réaction sur les 37,5, 38, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement. Donc McFly, pas grand chose à en dire. Ça latéralise, c'est pas foufou, les volumes diminuent. Bon, voilà. Je pense qu'on va rester coincé dans un range autour de cette zone. Voilà. Voilà, entre 17 et 24. Donc on risque de latéraliser et puis on attendra un prochain signal. Voilà, de toute façon je la surveille. Je vous donnerai des news sur Twitter éventuellement si je vois quelque chose qui se passe sur le titre. Donc Carbios, hein, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, hein, latéralisation. Bon, voilà. Pour le moment, il se passe pas grand chose, donc on est venu faire quelques rebonds techniques ici sur le support. Mais voilà, il se passe plus grand chose, donc voilà. Forcément, hausse parabolique, grosse correction, gros dégonflement. Alors Voltalia. Voltalia, ce qui m'intéresse, c'est que pour le coup, on est venu casser cette zone. Voilà. On latéralisait depuis un petit moment. Et pour le coup, on est venu casser. Donc pour le coup, j'ai de fortes convictions qu'on vienne tester les plus hauts historiques, voire même qu'on vienne les casser au cours de cette semaine.
Donc personnellement, je la surveillerai avec grande attention. Voilà. Ensuite, Worldline. Même chose, je surveillerai éventuellement une réaction sur le support. Euh, ça semble, euh, ça semble assez bien orienté, mais bon, je suis pas non plus super chaud sur le dossier, mais j'attendrai simplement une réaction sur les 72, tout simplement. Voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est assez neutre. Euh, bon, voilà. Après, ce qui serait aussi intéressant sur Worldline, c'est ces deux obliques là pour le coup. Donc, à voir un petit peu comment ça réagit. Voilà. Après, c'est vrai que si on veut se positionner sur du moyen terme, du long terme, ça serait vraiment plus judicieux de venir en chercher au cours de ces niveaux-là. Voilà. Plutôt que d'acheter sur des plus hauts comme ça, c'est pas forcément très intéressant pour du long terme de faire ça. Après, si vous faites du trend following, bah vous mettez un stop assez court et voilà, vous avisez en fonction d'eux. Après, on a tous des stratégies différentes. Donc ensuite, Delivery Hero. Alors pour le coup, ça c'est un dossier qui est assez sympa. Je suis assez positif dessus. Il se peut même qu'on vienne tester les plus hauts historiques cette semaine. Donc prudence, prudence. Qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement? On a un beau... alors ça s'apparente à double bottom. Donc c'est un M qui est inversé si vous voulez. Et pour le coup, je pense on risque d'aller chercher les plus hauts historiques cette semaine. On a une belle oblique de tendance qui tient bien. On est venu faire quelques mèches en dessous. Donc attention où vous mettez vos stops. Parfois c'est assez traite, parfois ça vous sort rapidement. Et puis de toute façon, si vous sortez sur ce genre de mouvement, vous rentrez aussitôt si vous voyez un potentiel retournement. Donc pour le coup, Delivery Hero, pardon, ça se tient assez bien. Donc après, c'est pas forcément le moment de rentrer, mais bon, on est proche de l'oblique. Donc à vous de voir un petit peu comment vous ajustez cela. Personnellement, j'aurais été d'avis. Bah, d'ailleurs, je l'avais mis en avant lorsqu'on était sur le support ici, aux alentours de 93. Depuis, on a pris 10%. Bon, voilà, je peux pas forcément en faire plus pour vous. Alors ensuite, donc moi je vais m'intéresser à Nautilus donc cette semaine. Donc on est au contact d'un gros niveau hebdomadaire. Donc pour le coup je viendrai la surveiller. On a cassé également la moyenne mobile 100. Donc je viendrai surveiller tout cela cette semaine. Et ensuite il y a cette petite dernière donc, que j'ai repérée sur son oblique de tendance. Donc après je serais quand même assez prudent si on venait à l'enfoncer. Donc attention, mais pour le coup je la surveille. Voilà. Je surveillerai une éventuelle réaction positive sur l'oblique. Alors pour les valeurs c'est bon. Donc l'or. Alors donc en données mensuelles c'est assez sympa. Donc alors le point d'entrée sur l'or il était clairement vers ici, aux alentours de juillet 2019. C'est vrai que c'est un peu tard pour rentrer sur l'or. En revanche, j'ai repéré cette configuration technique assez sympathique, donc en forme de tasse avec anse. Donc pour le coup, ici l'anse, ici la tasse. Donc ça nous donne un niveau théorique à atteindre aux alentours de 2500. Voilà, donc ça se tient d'un point de vue technique, ça se tient également d'un point de vue fondamental, avec toutes
ces incertitudes sur les marchés boursiers, ces injections massives de la Fed, avec un risque d'une monnaie qui pourrait éventuellement se dévaluer fortement. Donc le silver qui est un peu plus en retard par rapport à l'or. Donc pour le coup, on a un bon niveau de support ici. Donc effectivement, ça peut être sympa de payer autour de cette zone de support là. J'ai la forte conviction qu'on vienne quand même aller chercher les 35 dollars d'ici les mois à venir. Donc je surveillerai tout ça. Après, au vu des indicateurs, d'un point de vue technique, il se peut qu'on vienne quand même latéraliser un petit peu avant de repartir à l'assaut des 35 dollars. Voilà. Alors ensuite, les crypto-monnaies, donc le Bitcoin, un peu la même chose que l'or, hein, c'est très très haussier. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que notre bougie hebdo, elle clôture ici à 11 700. Ça serait vraiment parfait. Et pour le coup, ça nous donnerait un potentiel bull run. Donc on pourrait de nouveau aller chercher des niveaux assez intéressants comme on est venu chercher en 2017. Donc je surveille ça avec grande attention. La clôture hebdomadaire a lieu demain à 2 heures du matin, si je ne me trompe pas. Donc je surveillerai ça avec grande attention. Je suis assez bullish quand même sur les crypto-monnaies. Après, il se peut juste qu'on vienne latéraliser. Enfin, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de latéraliser dans cette zone-là, entre 11 000 et 12 000. Donc, on surveille un petit peu tout ça. Ensuite, l'Ethereum. Alors, donc on va l'analyser en hebdomadaire. Alors, j'y vois donc un potentiel double creux, donc avec un objectif théorique aux alentours de 620 dollars. Donc pareil, je suis assez bullish sur l'Ethereum, encore plus que sur le Bitcoin, étant donné qu'on est venu casser justement cette résistance hebdomadaire assez importante. Donc pour le coup, les possibilités sont assez sympas. Pareil, c'est encore à confirmer demain à la clôture hebdo. Voilà. Alors, c'est en 2 semaines. On le voit un peu mieux le double creux. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Hop, voilà. Donc voilà. Après, actuellement, l'Ethereum est à 395 dollars. Pareil, c'est le courtier que je vous recommande pour les crypto-monnaies, c'est Binance. J'ai un partenariat avec eux. Si vous êtes intéressé, je vous mets un lien dans la description. Vous recevrez 5%, il me semble, de vos commissions. Donc c'est assez rare tout de même que les plateformes fassent de l'affiliation, si vous voulez, où c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant à la fois pour le parrain et pour l'affilié. Donc je vous encourage à venir cliquer sur le lien. Vous recevrez également des avantages plutôt que de passer comme ça en direct par le site. Donc pour le coup, l'Ethereum c'est assez bullish. J'avais vu ce trade là, je l'ai pris d'ailleurs, rentré à 392 ici. Pour le moment, je suis pas encore sorti, mais je vais éviter de sortir pour le moment. Au pire des cas, je sortirai à zéro, c'est pas très très grave. Ensuite, donc le Bitcoin. Alors, bon, c'est assez haussier, hein, mais comme on l'a vu sur le graphe, hein, ça bouge pas vraiment à fond en ce moment. On latéralise entre 11 000 et 12 000 ici, comme on peut le voir ici. On peut le matérialiser un petit peu comme ça, voilà, dans ce range là. Donc personnellement, je suis assez bullish sur les cryptos. Ça fait des petites choses sympas en ce moment, donc je vous invite à aller regarder dans la description. Voilà, sur ce, je vous remercie encore pour vos commentaires, pour vos messages adorables, pour toute la communauté Twitter, Nicolas Chéron également, Pixel Market,
et tous les autres sur Twitter, vous êtes géniaux. Donc voilà, merci à tous et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Ciao.